Aujourd'hui, c'est le deuxième podcast d'une série de 3 podcasts sur la nutrition et le cancer, mais pas que finalement. Nous allons aussi parler de prévention, des grandes familles protectrices, des grandes familles délétères, de sucre, de mythes et idées reçues avec Camille, diététicienne nutritionniste, nutrithérapeute et détentrice d'un master en santé publique, et Stéphanie, ingénieure chimiste et fondatrice de la plateforme Zest, dont je vous parlerai bien évidemment. Nous naissons princesses et nous devenons guerrières. Fermez les yeux. Ça vous parle ? Bonjour, je suis Delphine Rémy et je vous accueille sur le podcast Naître princesse, devenir guerrière. Vous entendrez ici des personnes inspirantes, des médecins, des philosophes qui, j'espère, vous feront du bien. Vous entendrez aussi des femmes, comme vous, comme moi, des super princesses et hyper guerrières. Elles gèrent et elles galèrent. Comme vous, comme moi. Elles s'écroulent parfois et elles se relèvent. Le premier podcast était sur la prise de poids et le cancer. On a évidemment parlé d'hormonaux et des autres sources de prise de poids pendant et après le cancer. Aujourd'hui, nous décoderons le vrai du faux. Le troisième podcast est plus général et s'adresse aussi aux personnes qui ne sont pas touchées par le cancer puisque nous allons faire un focus sur la prévention et nous terminerons par un petit quiz. Alors aujourd'hui, sujet très important. Il y a tellement d'idées reçues par rapport au sucre, par rapport au jeûne, par rapport au régime cétogène. On entend tout et n'importe quoi. Moi je connais quelqu'un qui a jeûné, qui a complètement guéri de son cancer, ou je connais quelqu'un qui a mangé que des fruits, il a guéri de son cancer. Soyons prudents. J'ai aussi accueilli sur le podcast quelqu'un qui m'a parlé d'une panique alimentaire quand elle a appris son cancer. Donc, c'est vraiment, vraiment important de remettre un petit peu d'ordre dans toutes ces idées reçues. Donc, aujourd'hui, on décode et on apprend tout en gardant à l'esprit que seul vous savez ce qui est meilleur pour vous. Mais il est parfois important de mettre un peu d'ordre dans tous ces propos qui peuvent prêter à confusion et qui sont parfois même dangereux quand on est extrêmement vulnérable. Je tenais donc à vous offrir la vérité scientifique derrière toutes ces idées reçues. Je suis moi-même nutrithérapeute et j'avais une consultation en nutrithérapie avant que le cancer ne s'invite dans ma vie. Et même pour moi, c'était compliqué pendant le cancer, donc c'est important d'avoir recours à des spécialistes. On entend un paquet de conseils de personnes qui n'ont pas été malades et la réalité du cancer est bien différente de la réalité d'une personne en pleine santé. Certains jours, on fait juste comme on peut et je parle des jours de chimio, des jours d'extrême fatigue. Donc il est important de déculpabiliser et Stéphanie et Camille sont là pour vous aider, pour nous aider. Juste un petit historique, dans les années 80, on prenait le light, donc on remplaçait les gras par le sucre. 20 ans plus tard, on bannissait le sucre et donc on mangeait trop gras, mais de mauvais gras, et on prenait l'hyperprotéiné. Il y a eu beaucoup trop de confusion. Aujourd'hui, nous allons parler qualité. On ne parle pas de quantité dans ce podcast, mais toujours de qualité des aliments, de qualité nutritionnelle des aliments. Il n'y a pas de régime miracle, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus, même si certaines personnes veulent encore y croire. Ce qui est vraiment important, c'est une grande diversité de produits les plus naturels possibles et Camille et Stéphanie prendront le temps de nous parler de tous ces bons produits. Pour terminer, j'aimerais vous parler de la plateforme Zest créée par Stéphanie. Nous sommes partenaires de cœur et donc il n'y a aucun engagement financier entre nous. Le but de ce podcast est de vous donner un maximum de clés et je tiens aussi à dire que si vous avez besoin d'aide, allez vous inscrire sur la plateforme Zest, elle est totalement gratuite. Donc Zest propose du contenu scientifique, des conseils nutritionnels et des recettes 100% personnalisées à vos symptômes, à vos carences, vos préférences, aussi par rapport au moment où vous en êtes dans le parcours. Et en plus, elle permet de vous faire livrer les ingrédients des recettes pour moins de charge mentale et nous savons tous que c'est bien précieux pendant le cancer et après le cancer. Zest travaille d'arrache-pied pour continuer à offrir gratuitement, en plus des conseils et des recettes, un accompagnement humain personnalisé avec un accès à des webinars et un suivi avec leur équipe diète s'il y a un partenariat avec le centre de soins. Donc n'hésitez vraiment pas à en parler à votre oncologue, coordinateur de soins ou diététicien. Leur en parler permet de vous aider et j'insiste vraiment là-dessus. C'est parfois une telle jungle dans le monde de la nutrie et c'était donc très important pour moi d'inviter des gens sérieux et compétents afin de pouvoir vous aider au mieux. Bonjour Camille. Bonjour. Bonjour Stéphanie. Bonjour Delphine. Je suis très très contente de vous retrouver pour ce deuxième podcast. Un sujet quand même vachement important, décoder le vrai du faux, tout ce qu'on entend, sucre jeûne, régime cétogène. Alors on va mettre de l'ordre dans tout ça.
Je te laisse commencer, Stéphanie. Eh bien, effectivement, il y a beaucoup de, je pense, vrai ou faux dans le cancer. On entend souvent parler du régime cétogène, du sucre. L'autre jour, on m'a parlé de régime banane, de régime pomme de terre. Alors, effectivement, je pense qu'aujourd'hui, Internet rend les gens confus. On peut trouver des informations sur tout. Le problème, c'est que ces informations ne sont pas toujours basées sur les recherches scientifiques et ils n'ont pas été screenées la science correctement. Donc, mon but ici, c'est vraiment de vous expliquer pourquoi, en fait, on parle du sucre, parce qu'il y a une raison. C'est de donner la raison, c'est important, et de comprendre aussi est-ce que c'est d'application pour les humains et pour nous. Donc ce qui se passe, c'est que effectivement, il y a 100 ans déjà, on s'est rendu compte, un scientifique qui s'appelait Otto Warburg, s'est rendu compte effectivement qu'une cellule cancéreuse fonctionnait différemment qu'une cellule normale pour avoir son énergie. Donc il faut bien imaginer qu'évidemment notre corps consomme de l'énergie pour vivre, et en fait la cellule cancéreuse c'est pareil. On n'imagine pas, mais elle a besoin de nutriments en fait pour évoluer, grandir et faire n'importe quoi dans votre corps. Et pour ça en fait, on se rend compte qu'elle adore le glucose. Donc le glucose, c'est évidemment le dérivé du sucre à la fin dans votre corps. Et le glucose, en général, comme la cellule cancéreuse fonctionne différemment qu'une cellule normale, elle va quasiment, si je caricature, consommer 18 fois plus de glucose qu'une cellule normale pour la même énergie. Donc, c'est-à-dire qu'elle va pomper le glucose de votre corps. Parce qu'en fait, son mécanisme est différent d'une cellule normale. Elle ressemble plus à une bactérie qui veut proliférer très très vite et qui veut consommer très très vite sans être efficace. Et donc c'est pour ça qu'on a toujours entendu pas de sucre. Voilà, tout à fait. Ouais, voilà. Sauf qu'effectivement, donc ça c'était déjà il y a 100 ans. Hein. Maintenant, ce qu'on se rend compte effectivement, c'est que oui, le sucre, mais en fait, elle sait consommer d'autres choses. Donc même certains acides gras, certaines graisses spécifiques, même certaines protéines. Donc et elle est très intelligente. Elle sait switcher. Donc effectivement, ça a donné lieu, surtout les dernières années, à de nombreux essais cliniques. Par exemple, sur ce qu'on appelle le régime cétogène, c'est-à-dire ok, on arrête, on mange plus de glucides. Donc glucides, c'est les plus sucres. De sucre, mais même plus de fruits. Oui, donc plus de féculents. Voilà, en fait. On limite à 5% ou 10% de l'alimentation, alors que normalement c'est quasiment 30-40. Et donc en fait, on switch complètement la tendance entre les graisses et le sucre. Donc ça veut dire que les personnes mangeaient très gras. Voilà, très gras. Alors c'est très dur à manger sur le long terme hein, déjà, parce que ça veut dire lait de coco, viande, produits laitiers, et on en parlera dans le 3e podcast. Oui. Mais toutes ces familles-là ne sont pas bonnes non plus pour le cancer, donc et pour votre cœur. Donc ça veut dire qu'on va inverser une tendance. Mais effectivement, très intéressant, on s'est quand même demandé est-ce que ça peut aider sur le cancer. Est-ce que ça peut affamer, en fait, nos cellules cancéreuses? Alors, effectivement, il y a eu des études qui ont un certain impact, d'autres études qui n'ont pas d'impact du tout. Et en fait, aujourd'hui, le statut dans lequel on est, c'est que même si vous mangez beaucoup de graisse, alors je vais vous épargner les détails techniques, mais on n'est pas capable de diminuer le taux de glucose de votre sang, ce qu'on appelle la glycémie, de tellement. C'est comme si vous passez de 0,8 à 0,7. Par exemple. Donc ça change pas grand-chose. Et en plus, votre cerveau a besoin de glucose pour survivre. Donc il y a quand même des parties de votre corps, notamment le cerveau, qui ne peuvent pas fonctionner sans glucose. Ils savent pas utiliser les graisses. Et donc, in fine, vous allez énormément vous priver. Et aujourd'hui, on n'arrive pas à prouver que ça affame vos cellules cancéreuses, malheureusement. Alors effectivement, peut-être que dans certains cancers, justement, les gliomes, etc., du cerveau, ça pourrait fonctionner. Il y a quelques pistes, mais aujourd'hui, on en est tellement loin. Et effectivement, même si ça fonctionne sur une souris à qui on injecte du sucre dans le corps ou des graisses dans le corps, on a un métabolisme différent. Ça passe par l'intestin, ça passe par le sang, etc. Et on n'arrive pas, en fait, à limiter cette glycémie aujourd'hui. Mais donc, résultat, ce régime cétogène n'est pas à conseiller. Non, absolument pas. Et en plus, le problème, c'est que dans le régime cétogène, comme on mange très différemment avec beaucoup de graisse, on n'a pas toujours les nutriments qu'on va retrouver dans les légumes, qu'on va retrouver dans certaines céréales. Et donc, vous pouvez tomber en manque de nutriments qui sont vitaux pour... Oui, parce que j'imagine qu'on doit, dans le régime cétogène, on doit enlever aussi tous les légumes qui sont... quasiment, normalement. Il y a des glucides partout, bien sûr. Mais même. Donc c'est vraiment un régime qui n'est pas du tout équilibré. Et si vous le faites, c'est uniquement sous suivi et conseil médical. Donc, vous pouvez, si ça vous intéresse, en parler à votre médecin, mais il faut vous faire suivre, parce que si votre taux de vitamines dans votre corps, etc., n'est pas bon, effectivement, vous n'allez pas non plus avoir les moyens de combattre la maladie correctement. Donc ça, c'est très important. Après, ça a donné lieu aussi à d'autres choses. La restriction de calories. Donc, il y a des gens qui font du jeûne intermittent. Alors, initialement, le jeûne intermittent et tout ce qui est restriction de calories venait aussi un petit peu du même principe. C'est se dire, voilà, si j'arrête, à un moment donné, j'arrête de manger, mon corps va avoir quelque part le temps de pouvoir se débarrasser des mauvaises choses, avoir moins d'inflammation, etc. Donc, ça a une part aussi de vérité. Il y a beaucoup d'études sur la restriction de calories et la longévité. Est-ce que si on mange pendant 3 jours un petit peu moins, est-ce que notre corps sait se débarrasser, entre guillemets, de certaines toxines et je vais vieillir moins vite? Alors,
Il y a des choses qui sont prometteuses là-dedans. À nouveau, dans le cancer, le risque, c'est d'aller vers une perte de poids aggravée, de ne pas savoir affamer les cellules cancéreuses, parce que de toute façon, il y aura aussi du glucose dans le sang. Donc, qui va en pâtir? C'est peut-être vous et votre corps, vos muscles, etc., et vos autres systèmes. Donc, aujourd'hui, je sais que le jeûne intermittent est plus accepté de temps en temps quand vous n'êtes pas en chimio, etc., mais ça reste aujourd'hui sans intérêt, parce que pas prouvé dans la même dynamique. Voilà. Et c'est de ça qu'on parle aujourd'hui, donc vraiment de cancer et de nutrition. Donc c'est ça. Jeûne intermittent, jeûne. Est-ce que tu peux nous parler aussi, j'entends, mais moi ça ne me convenait pas, jeûner avant, pendant et après la chimio. Même idée. Nous, justement, chez Zest, on avait à un moment collaboré avec un scientifique du microbiote et du jeûne en Italie. Lui, par exemple, sa suggestion à l'époque, c'était jeûner ou manger un peu plus cétogène la veille de la chimio. Oui. Manger léger le jour de la chimio, du genre une soupe, parce que ça va agresser votre microbiote. Mais le lendemain de la chimio, doucement, il faut reprendre des fibres pour, comme on l'a dit au podcast précédent, renflouer le microbiote qui vient d'être agressé. Oui. Alors après, il n'y a pas de souci, manger un saumon la veille de votre chimio, vous mangez un repas ou 2 repas qui sont moins glucidiques et qui ont moins de féculents, ça pose de toute façon aucun problème. À nouveau, c'est pas prouvé, mais pourquoi pas, ça pose aucun souci tant que vous arrivez à un même niveau de nutriments et de calories. Ou d'essayer différentes choses, mais il n'y a rien qui prouve qu'on sera mieux si on jeûne la veille, pendant et le lendemain de la chimio. C'est ça. Et puis c'est aussi une façon de se sentir mieux. Si vous avez plusieurs chimios, est-ce que pendant une chimio, vous mangez de la soupe, le lendemain, vous mangez avec beaucoup de fibres, ça vous fait du bien, vous sentez que vous récupérez mieux. Voilà. C'est aussi pour vous. Et de tester aussi. Voilà, c'est ça, c'est de tester des choses tant qu'on reste dans le domaine sécuritaire, on va dire. Nous, chez Zest, on ne prendrait jamais la responsabilité de conseiller ça, vu que c'est pas prouvé par essai clinique, et parlez-en à votre médecin dans ce cas-là, si vous avez envie d'essayer. Voilà. Tout à fait. Alors, il y avait certaines personnes qui disaient pas de protéines animales la veille, le jour même et le lendemain, parce que c'était plus long à digérer. Voilà, je pense qu'il faut tester, mais il y a rien qui est prouvé en fait. Non, et je pense qu'il faut savoir, comme la chimio agresse, et toutes les chimios ne sont pas les mêmes, comme elle agresse le microbiote, qu'est-ce qui vous fait du bien? Parce qu'effectivement, si vous mangez, votre intestin est en train d'essayer de travailler, alors qu'en fait la chimio va essayer de le dézinguer en même temps, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous fait du bien à ce moment-là? Mais c'est vrai que je voudrais pointer aussi du doigt que ce que nous on aime moins, en tout cas chez Zest, on fonctionne pas comme ça, et c'est pour ça que je voulais expliquer aussi le pourquoi du sucre. C'est que ça sert à rien de dire non. Il y a de la vérité derrière tout ça. Par contre, par exemple, dire non, le sucre, ça n'a aucun impact sur votre cancer, vous pouvez manger ce que vous voulez, c'est pas vrai, parce qu'il y a aussi une différence entre quel type de sucre. Voilà. On en a parlé au podcast précédent aussi. Il y a des sucres lents, il y a des sucres rapides, et il y a ce qu'on appelle l'index glycémique ou la charge glycémique. Donc l'index glycémique, c'est à quel point vous mangez un biscuit, vous mangez un jus d'orange. En un coup, si vous voulez, comme il n'y a rien autour, pas de fibres, rien du tout, ça va rentrer dans votre sang, et donc le glucose et le sucre va arriver dans votre sang en une seconde. Oui. Ce qui va en fait faire de l'appel à votre insuline. Vous devez connaître l'insuline, ce dont par exemple les diabétiques manquent. Donc effectivement, ça va faire appel à votre insuline très très rapidement et faire travailler votre corps par rapport à ça. La charge glycémique, c'est un peu la même chose, sauf que c'est un mix entre l'index glycémique, donc le fait que ça arrive vite dans votre sang, et la quantité, beaucoup. Donc imaginez si vous mangez énormément de choses qui ont un index glycémique élevé et beaucoup, mais en fait vous allez faire travailler votre corps au niveau de l'insuline constamment. Et ce que ça fait, c'est que aujourd'hui on associe en fait une production d'insuline aussi à ce qu'on appelle une production de facteurs de croissance qui y sont liés, IGF-1 notamment. Et en fait ces facteurs de croissance, vous allez les retrouver un peu partout, et ils sont des facteurs de croissance du cancer. Oui. Donc en fait, justement, le Fonds de recherche européen sur le cancer a en tout cas évalué la charge glycémique, donc le fait de manger avec un index glycémique élevé et beaucoup, en tout cas, si je caricature, comme étant un facteur de risque pour le cancer. Donc aujourd'hui, c'est vraiment prouvé. Alors, de nouveau, les mécanismes ne sont pas 100% clairs, mais cette hormone de croissance, IGF-1, on va la retrouver partout. Elle est aussi produite par, notamment, in fine, par la masse graisseuse, etc. Et elle est liée à de l'inflammation, elle est liée à des facteurs de croissance du cancer. Donc, manger du sucre rapide n'est de toute façon pas conseillé. Donc, retournons vers des choses qui sont plus naturelles, plus complètes. Et au lieu de dire arrêtons le sucre, non, arrêtons le sucre rapide quand on peut et quand on n'est pas en pleine chimio et qu'on ne sait pas manger autre chose que ça, bien sûr. Et donc, tu peux nous conseiller alors des snacks sucrés, finalement toutes les baies, donc tous les fruits rouges sont les moins sucrés. Oui, pourquoi pas se tourner. Moi, je suis assez fan des nouvelles choses qui existent aujourd'hui. Il y a par exemple ce qu'on appelle des energy bowls, qu'on retrouve maintenant même à la caisse des magasins. C'est fait en général avec du beurre d'amande, c'est fait avec des flocons d'avoine complets. Oui, c'est très riche en calories. Déjà, pendant les traitements, entre guillemets, c'est pas grave. Mais de deux, surtout, c'est très riche en nutriments et très bas en index glycémique. Parce qu'aussi en partie gras. Mais donc, c'est toutes des choses qui sont délicieuses. Donc, je pense qu'il y a pas mal de choses aujourd'hui qui permettent ça. Et je voulais aussi revenir par rapport à ce qu'on parlait tout à l'heure. Effectivement, la restriction de calories, comme on en parlait,
Pourquoi est-ce qu'elle pourrait être intéressante dans le cancer? De nouveau, c'est pareil. La restriction de calories, on a remarqué, permet de limiter l'inflammation et permet de limiter l'hormone de croissance IGF-1. Donc c'est toujours pareil. De nouveau, pas prouvé sur des essais cliniques, donc faire attention. Mais effectivement, ce que je veux dire, c'est empêcher votre corps de travailler constamment à vous donner de l'insuline. C'est la meilleure façon de limiter l'inflammation et limiter ces facteurs de croissance et donc aller vers quelque chose de plus complet, de plus naturel. Oui. Et il y a cette histoire d'inflammation, de facteurs de croissance et tout ça, mais aussi le fait de manger des index glycémiques fort élevés. On fait de l'insuline du coup pour stocker et alors on risque aussi l'hypoglycémie réactionnelle qui est agréable pour personne. Donc je reviens avec l'histoire du petit déjeuner bien sucré avec le jus d'orange, la tartine blanche, la confiture. 2 heures après, je crois que la plupart d'entre nous, on ressent de la fatigue, un coup de pompe, on a faim, on a envie de sucrer. Des fois, il y a même de la transpiration excessive, on a du mal à se concentrer. Donc ça, c'est typiquement l'hypoglycémie réactionnelle. Donc c'est suite à un pic de glycémie violente. Hein, ouais, des fois on c'est ça. Enfin, c'est terrible. C'est ça. Hein, oui. Et donc ça, c'est agréable pour personne. Donc on peut aussi éviter ces symptômes-là en mangeant des index glycémiques un peu moins élevés, plus bas, quoi. Et tu peux nous donner quelques exemples alors, Camille? Alors, je sais que tu as préparé une petite liste de remplacements. C'est ça. Voilà, encore typiquement le pain blanc. Encore, on revient toujours à ce pain complet. Les pâtes blanches aussi. Enfin, il faut savoir que les pâtes, si elles sont cuites trop longtemps, l'index glycémique va augmenter. Le taux de sucre dans le sang va augmenter plus rapidement, donc on va toujours aller vers une cuisson al dente. Et alors tout ce qui est pâte intégrale, pâte complète, riz basmati aussi, vaut mieux du riz basmati plutôt que du riz blanc, ça a moins d'impact sur la glycémie, ou alors carrément du riz complet si vous avez le temps pour le cuire. Oui, et en plus on est plus vite rassasié en fait, avec toutes ces céréales complètes. C'est sûr, et on en parce qu'il y a plus de fibres. Hein. Oui. Ouais, c'est ça. Le quinoa aussi, ça peut être intéressant. Les céréales du petit déjeuner qui sont très sucrées peuvent être remplacées par le granola dans lequel on rajoute des noix, des graines ou alors des flocons d'avoine. La purée, là aussi, comme c'est mixé, les pommes de terre qui sont mixées, ça va fort augmenter la glycémie aussi. Ah, parce qu'elles sont très cuites en fait. Voilà, c'est ça. Donc plutôt se tourner vers des petites pommes de terre grenaille. Le fait qu'on les consomme avec la peau, ça rajoute encore des fibres. Du coup, ça va diminuer l'élévation de la glycémie. Au lieu de manger des biscuits industriels super sucrés, je vous conseille toujours le petit morceau de chocolat noir. Ou alors, pourquoi pas faire ses propres pâtisseries avec de la farine complète, intégrale, de la farine d'épeautre. Et utiliser dedans, du coup, aussi de la poudre d'amande ou des noix concassées. Tout ça, c'est délicieux. Alors, ce qui est aussi une bombe au niveau de la glycémie, c'est les galettes de riz. Souvent, dans les régimes, c'était conseillé ces galettes de riz parce qu'il n'y avait pas beaucoup de calories, mais ça fait des pics de glycémie incroyables. Donc, pour remplacer ces galettes de riz-là, plutôt les crackers aux graines. Oui, il y a des galettes d'épeautre, en fait, maintenant, avec des épeautres soufflées. Et donc, c'est des galettes, on croirait que c'était des galettes de riz, mais c'est des galettes d'épeautre. Donc, c'est ça. Mais le fait que ce soit soufflé fait quand même ce gros pic de glycémie. Donc, c'est mieux d'avoir quelque chose de plus dur et croquant que tout friable comme ça. Et alors, la confiture aussi, ça peut être remplacé par tout ce qui est pâte d'amande, pâte de cacahuètes, etc. Pas le beurre de cacahuète américain super sucré, plutôt du 100% cacahuètes mixé. Voilà. Alors, c'est aussi important de faire des associations. Donc, pas manger des glucides seuls. Donc, toujours de les accompagner de protéines, lipides et fibres. Donc, par exemple, dans notre épisode 1 de la pomme avec les amandes. Voilà, c'est ça. Et si, par exemple, vous adorez les galettes de riz, tout simplement pour diminuer l'impact sur la glycémie, vous pouvez tout simplement mettre de la pâte d'amande dessus. Voilà. Pour éviter ce pic de glycémie. Et pour ceux qui ne connaissent pas, parce que moi avant je connaissais pas, donc la pâte d'amande, c'est des petits pots qu'on retrouve en général à côté, parfois même à côté du Nutella, ça dépend des magasins, mais qui sont en fait des amandes souvent entières, qui sont juste mixées, et en fait ça fait une pâte. Alors ça paraît graisseux parce qu'il y a beaucoup de bonne graisse dans les amandes, mais donc c'est une pâte que vous pouvez tartiner. Alors moi j'adorais, par exemple enceinte, manger une banane, et sur la banane je mettais de la pâte d'amande. Alors ça fait une association géniale. Parfois je sais qu'en traitement c'est plus compliqué parce que c'est un peu justement pâteux, ça accroche au palais. Donc il faut voir en fonction du moment. La pâte d'amande accroche un peu plus au palais que la pâte de cajou. Oui, c'est vrai. Cajou, mais il y a tous les oléagineux. Ah oui, c'est délicieux. C'est délicieux, c'est une bombe nutritionnelle. Alors je sais pas trop en France, mais dans tous les magasins bio, je pense que dans tous les magasins, en fait, on la retrouve maintenant cette. Oui, bien sûr. Parfois elle s'appelle purée, parfois pâte. Elle a des noms différents. Purée d'amande ou purée. Il y a la purée d'amande blanche, et de nouveau, moi je privilégierais la plus foncée, purée d'amande complète. Oui. Voilà. Donc normalement c'est marqué dessus et il doit être marqué si elles sont faites avec des amandes directement ou des amandes qui ont été blanchies. Voilà.
C'est important de savoir aussi que c'est du bon gras parce que souvent quand j'en parle à mes patients de ces pâtes d'amandes ou de ces oléagineux, ils me disent « Ah, mais il y a trop de calories là-dedans, c'est pas possible, je peux pas manger ça. » Mais c'est du bon gras, donc encore une fois, c'est très bon pour votre corps. Donc voilà. Oui, donc pas d'inquiétude à avoir. Stop les calories, hein. Oui, tout à fait. Focalise sur la qualité, quoi. Surtout, on l'a peut-être pas dit dans le podcast numéro 1, mais surtout en traitement. Hein. En traitement, même si vous avez pris du poids, c'est hors de question d'en perdre à ce moment-là. Et donc, on est vraiment plus dans la qualité, dans vous faire plaisir et en essayant effectivement de manger le moins glycémique possible en termes d'index. Justement, tu parles de pas question de perdre du poids pendant les traitements, donc ça, non. Non. Après, nous, effectivement... Mais si on mange mieux, la perte de poids va peut-être... Oui, sans doute. De toute façon, manger équilibré, du moment que vous arrivez en tout cas à une alimentation qui est saine et qui arrive à un certain niveau d'énergie. Et de nouveau, nous, on conseille toujours, quand on peut, moi j'aurais envie de dire, quand on peut, essayons de manger de nouveau vers l'assiette équilibrée, plus de légumes, de céréales complètes. Après, tu dois savoir mieux que nous qu'en traitement, on fait ce qu'on peut. Parfois, on fait juste comme on peut, les jours de nausée ou d'extrême fatigue. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Alors voilà, ce podcast était très court et nous a permis de décoder le vrai du faux. Je vous invite à nous retrouver pour le 3e podcast qui aura un focus sur la prévention et qui traitera de l'assiette avant, pendant et après un cancer. Je vous remercie de tout cœur de nous avoir écoutés. N'oubliez pas de vous abonner si vous souhaitez recevoir les notifications des prochains épisodes. Et puis si vous avez apprécié cet épisode, ça me ferait vraiment très plaisir que vous me laissiez une bonne note, comme à l'école, 5 étoiles, et peut-être même un commentaire ou un partage sur les réseaux sociaux. Parce que c'est grâce à vos étoiles, vos commentaires, vos partages que le podcast pourra aider plus de femmes encore et c'est tout ce que je souhaite. Donner ou redonner espoir, se serrer les coudes toutes ensemble, partager nos joies, nos peines et célébrer toutes les princesses et guerrières de ce monde. Si vous désirez vous aussi partager votre histoire, n'hésitez pas à me contacter via le blog Cancer je gère, cancer-je-gère.blog. Il y a des instructions pour le partage de témoignages. Et puis je vous embrasse tous et toutes très très fort. Prenez soin de vous et on se retrouve la semaine prochaine. Gros bisous!